Hola, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Vous m'entendez bien? Ok. Euh, qui parle français dans la salle? Ok. Une majorité, très bien. Ok. Bon, je sais que les autres, pardon, je parle ni basque ni espagnol, mais je sais que vous avez une excellente traductrice qui va vous traduire mes propos et que je sais que ça ne gênera pas notre communication. Bien, je suis très heureuse de passer 1 heure avec vous. J'ai construit un propos avec une petite projection que je vous ferai, mais la projection n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on puisse communiquer ensemble, échanger. En fait, j'aimerais beaucoup que cette rencontre soit une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'en sortant de cette salle, vous en sachiez un peu plus sur moi, mais que moi aussi, du coup, j'en sache un peu plus sur vous. Voilà. Donc pour ça, ça veut dire qu'il va falloir à certains moments que vous puissiez prendre la parole, donner votre avis et que nous puissions échanger, peut-être même débattre. Je vais commencer cet échange par un propos. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est est-ce que... Donc moi je suis autrice, hein, j'écris des livres pour les enfants et les adolescents et les jeunes adultes. Et les vieux adultes aussi d'ailleurs. et j'ai l'habitude d'aborder en fait des thèmes dont on pense qu'on ne devrait pas vous parler et vous parler jeune. Voilà, parce que vous êtes jeune et qu'il y a une catégorie d'adultes qui pensent qu'il ne faut pas aborder tous les sujets avec les enfants et les adolescents. Ce n'est pas mon opinion et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je pense ça et comment je travaille cette question-là. Et finalement, contre quoi je lutte par cette position, qui est une position finalement politique. Hein. La politique, c'est pas que les hommes et les femmes politiques que vous voyez à la télé. La politique, c'est dans les actes de tous les jours. Et il n'existe pas de texte neutre pour moi. Il n'existe pas de création neutre. Et donc, je vais essayer de vous en convaincre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tout dire aux jeunes lecteurs? Alors d'abord, je suis française et je vais situer mon propos. Vous voyez, Captain America, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Pourquoi j'ai mis Captain America sur cette image? Eh bien, parce que, comme vous le savez peut-être, la France a été libérée par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après cet événement, la culture américaine est arrivée massivement en France. Et sont arrivés ce qu'on appelle les comics. Donc ces bandes dessinées, vous voyez, avec des super-héros, donc des hommes et des femmes, dans des tenues moulantes qui ne cachaient plus rien de leur corps. Et ça, c'était en 1945. Hein, donc panique. Panique en France, panique dans les ligues catholiques françaises qui étaient les seules à distribuer des imprimés pour les enfants et des bandes dessinées pour les enfants. Qu'est-ce que c'est que ces images où on voit tout d'un coup des corps moulés quasiment nus hein, pour l'époque? Et donc c'est la panique. Et donc se crée en France une loi, la loi du 16 juillet 1949, qui crée une commission de surveillance des publications pour la jeunesse. Et donc, dans cette commission de surveillance, des gens très sérieux regardent, dans un premier temps, les périodiques à destination des enfants et des adolescents. Et puis d'ailleurs, pendant très longtemps, puisqu'ils commencent à regarder les romans qu'à la fin des années 1980. Je crois que le premier roman que cette commission a examiné, c'est en 1987. Donc, il existe en France, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en Espagne. Je ne sais pas si y a la même chose en Espagne, on me dit que oui. Voilà, il existe dans nos pays donc des commissions de surveillance, des publications qui vous sont destinées. Alors pourquoi? Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on est obligé de faire une commission de surveillance des publications qui vous sont destinées? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Personne. Vous êtes timide peut-être.
Eh bien, parce que vous êtes jeune, et comme vous êtes jeune, vous êtes influençable. Voilà. Nous aussi, les vieux, on est influençables, hein, je vous rassure, tout le monde est influençable. Mais quand on est jeune, on a moins d'expérience, moins de références. Et en tout cas, à cette époque, on avait moins d'expérience et moins de références. Aujourd'hui, les sociétés ont beaucoup changé. On a moins d'expérience quand on est jeune, mais on a quelquefois beaucoup plus de références que les adultes sur certains secteurs, sur certains domaines. Et donc, à l'époque, on considérait qu'il fallait être très attentif à ce qu'on mettait dans les mains des enfants et des adolescents. C'est encore le cas, hein, mais on a plus ce problème-là aujourd'hui sur Internet que sur des documents imprimés. D'accord ? Donc on crée cette commission de surveillance. Je fais un grand bond dans le temps. En 2019, juste avant la Covid, un éditeur, les éditions Thierry Magnier, un éditeur français, prend une grande décision. Il décide que lui, en tant qu'éditeur de littérature pour les enfants et les adolescents, il a une responsabilité sur la question de la sexualité et la question de la façon dont on parle de la sexualité. Donc Thierry Magnier crée une collection dans sa maison d'édition, une collection qui s'appelle L'Ardeur, qui se donne pour objectif de publier des textes qui parlent des sexualités. Car vous le savez, il n'y a pas une façon de vivre sa sexualité, mais autant de façons que d'être humain et de composition d'être humain que de vivre sa sexualité. Et Thierry Magnier décide que finalement il a cette réflexion, il se dit mais aujourd'hui, moi je fais des textes, des livres, des dessins, des œuvres pour les adolescents. Très bien. S'il y a bien un sujet qui est préoccupant dans l'adolescence, c'est la question de la sexualité. Son rapport à la sexualité, son rapport au désir, l'éveil de la sexualité, la modification du corps, etc. Et moi, éditeur pour la jeunesse, je n'en parle pas. Je ne dis rien de cela. Et je laisse du coup les adolescents seuls face à quoi ? Face à la pornographie en ligne. D'accord ? Aujourd'hui, les adolescents n'ont que la pornographie en ligne comme référence, référence explicite hein, sur la sexualité. Et puis, quelques conversations avec des organisations, des médecins, des adultes, qui vont plutôt parler de la dimension, on va dire, médicale, préventive, sécuritaire, grossesse, maladie, consentement, abus sexuels, etc., qui est une facette qu'il faut évidemment aborder avec les adolescents. Mais où est le plaisir ? En fait, où est la sexualité joyeuse dans tout ça ? À quel moment est-ce qu'on en parle ? Eh bien, jamais. Donc cet éditeur dit, bien moi, je vais tenter un truc. Je vais ouvrir une collection et je vais demander à des écrivains et des écrivaines d'écrire sur les sexualités. Et donc les deux petits carrés que vous voyez sur la diapo, c'est ce qu'il a écrit au dos de ses livres. Dans un premier temps, il a écrit, donc ce sont des avertissements, c'est pas interdit de les lire en dessous de 15 ans, mais on prévient le lecteur que certaines scènes très explicites eh bien, vont peut-être heurter sa sensibilité. D'accord ? Donc ça, c'est sur le côté gauche, vous avez la première version. Et comme il est un peu malicieux, Thierry Magnier, il a changé la version et il a dit « Attention, certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ou pas. » Voilà. Pourquoi il a rajouté ce « ou pas » ? Parce qu'il sait bien, Thierry Magnier, que eh bien, vous en voyez beaucoup plus que vous ne le dites, vous en savez beaucoup plus que vous ne le dites, mais vous avez une lecture de la sexualité, malheureusement, sous un prisme un peu univoque, qui est le prisme de la pornographie. Voilà. Et c'est un contre-pouvoir, finalement,
à ce script de la pornographie que de créer une collection comme l'Ardeur. Je bois une petite gorgée d'eau. OK ? Donc un éditeur pose un acte, je vous disais, c'est politique. Hein, c'est politique de décider qu'on ne laissera pas les adolescents seuls face à la pornographie, mais qu'on leur proposera autre chose. Et puis, l'été dernier, en France, il y a eu un événement très nouveau. Ça nous était encore jamais arrivé. Dans cette collection paraît un titre qui s'appelle « Bien trop petit » de Manukos. Manukos est un homme, un auteur, qui raconte une histoire. Le pitch, rapidement, c'est un garçon qui a à peu près votre âge et qui, un jour, dans les vestiaires de sport, à qui cela n'est-il pas arrivé, prend une réflexion de ses camarades sur la taille de son sexe. La fameuse question de la taille du sexe des garçons. Et donc, il prend une réflexion sur la taille de son sexe et il développe un complexe sur la taille de son sexe. Ce garçon est par ailleurs un gamer. Donc, il joue à des jeux en ligne et puis, dans les jeux en ligne, il y a un chat. Et donc, il rencontre quelqu'un sur le chat, il commence à se séduire et il commence à écrire des textes pour cette personne, des textes érotiques. Mais les premiers textes érotiques qu'il écrit sont assez balourds, assez grossiers, très inspirés du porno, et ça ne séduit pas du tout la personne à qui il les envoie. Et donc, le texte, voilà. Et donc petit à petit, en fait, la personne, par le biais du chat, cette jeune fille va éduquer ce jeune homme à un peu plus de subtilité dans sa conception de l'érotisme. Donc c'est aussi assez drôle. Voilà. Donc c'est un garçon, en fait, qui va passer de la vision univoque de la sexualité par le biais du porno, qui est la seule chose qu'ils connaissent, en fait, à quelque chose de plus subtil grâce à l'éducation patiente et humoristique de son date. Voilà. Donc, Bien trop petit, de Manu, voilà, moi j'avais lu ce livre et je le trouvais très intéressant, très drôle, je trouvais que c'était une bonne idée, bon voilà. Et coup de tonnerre, au mois de juillet dernier, l'éditeur reçoit un coup de fil d'un journaliste qui lui dit « Comment prenez-vous la nouvelle de la censure de Bien trop petit ?» Il dit « Quoi ? Quelle censure ? De quoi me parlez-vous » En fait, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, donc en France il s'appelle Gérald Darmanin, avait pris un arrêté, donc en fait comme une petite loi, un texte de décision, dans lequel il interdisait la lecture de ce livre aux mineurs de moins de 18 ans. Pourquoi ? Parce que la fameuse commission, cette commission-là, la commission de surveillance des publications pour la jeunesse, avait lu les passages, vous voyez, où le jeune homme, les premiers textes, là, très pornographiques, débiles, idiots, sans subtilité, que le jeune homme envoyait à sa copine, et qui était effectivement nul, grossier, sans intérêt. La commission n'avait lu que ces textes-là, ne les avait pas du tout inscrits dans un contexte plus large, et donc a envoyé une interdiction à l'éditeur, et donc à tous les libraires de France, de vendre ce livre à des gens de moins de 18 ans. Donc, d'abord, l'éditeur a été très fâché parce qu'il n'a pas été prévenu par le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, quand on a un livre comme ça, il faut enlever de la vente tous les livres, il faut tous les réimprimer avec une couverture différente. Bref, c'est un coût énorme pour un éditeur. Et pour nous, les auteurs de littérature jeunesse, et moi en particulier, qui très volontiers aborde des thèmes
dit difficiles, j'y reviendrai, pour les enfants et les adolescents, ben, on se prend un peu un seau de glaçons sur la tête, pour rien vous cacher. On se dit quoi? En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment écrire ce qu'on veut. On incite, on est d'accord, on n'incite personne à la haine, on n'a pas des textes racistes, des textes antisémites, des textes va-t-en guerre, des textes, etc. Voilà, on parle juste de la façon dont des jeunes gens vivent leur sexualité. Voilà. Sexualité qui est un des sujets de la vie et en particulier un des sujets de l'adolescence, on ne va pas se mentir, d'accord? Donc ça c'est un événement important pour nous dans le monde de la littérature jeunesse française. Et ça m'amène à vous parler finalement, donc ça c'est une censure officielle, hein, la censure du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que ça pèse aussi sur tous les libraires, ça veut dire que les libraires, je ne sais pas si vous avez un libraire favori, mais les libraires, si vous allez dans une librairie souvent, régulièrement, ils vous connaissent bien. Ils disent « Ah mais toi, je sais le livre qui va te plaire, tiens, regarde, il a pensé à toi, il t'a choisi un livre, etc. » Il te connaît. Donc c'est-à-dire que les libraires ne pouvaient plus vendre ce livre non plus à leurs jeunes lecteurs, d'accord? Parce qu'ils allaient tomber hors la loi. Donc ça, c'est la censure officielle, celle qui vient de haut. Et puis, en tant qu'autrice, femme, j'ai un peu recensé aussi tout ce que je pouvais vivre, moi, comme forme, non pas de censure, on ne va pas se payer de mots, mais en tout cas, de limitation de la liberté d'expression. Hein. Qu'à un moment donné, on va vous dire, tu dis ce que tu veux, mais ça, c'est mieux si tu ne le dis pas. Désolée, j'ai ma boucle d'oreille qui fait du... Je vais peut-être l'enlever. C'est bon? Ok. Donc, les formes de limitation de la liberté d'expression, eh bien, c'est tout ce qui va faire en sorte que finalement, certains auteurs, certaines autrices, eh bien, vont hésiter à vous parler de certaines choses dans les livres. D'accord? Alors, vous voyez ces magnifiques photos, qui sont des photos que j'ai choisies parce qu'elles étaient libres de droit et que je respecte les droits des photographes. Invoquer les parents. Pourquoi j'ai fait un slide là-dessus? Parce que il m'est souvent arrivé dans mes livres, quand je vais dans des établissements scolaires, qu'on me dise « Écoute, ton livre, il est super. Moi, j'ai adoré, il est super. Mais je ne l'ai pas donné à lire à mes élèves parce que tu comprends, tu vas aborder dedans des choses qui risquent de me poser des problèmes avec les parents. C'est pas moi, hein? C'est pas moi, c'est les parents. Ok. Donc les parents, c'est une espèce d'entité suspendue que moi je ne vois jamais. Je ne vois jamais les parents. Aujourd'hui, je ne vois pas vos parents. Je vois des gens qui sont peut-être par ailleurs parents. Mais c'est très rare que je vois les adolescents et les parents en même temps. Ça m'est arrivé une fois récemment, je vous le raconterai peut-être. Et donc on me dit, moi je veux bien parler de l'homosexualité, de l'excision, de la sexualité, de la maladie, du coma, des sectes, etc. Moi, ce n'est pas un problème. Mais les parents, si je parle de ça avec leurs enfants, ils vont beaucoup m'en vouloir. Donc un jour, j'étais dans un lycée, et puis un lycée en France, et puis on me dit, eh bien on va faire une journée porte ouverte, et il y aura des parents, et on aimerait que tu viennes faire une lecture. Ok. Il y aura des parents, vous dites? Alors là, ça m'intéresse. Du coup, je ne vais pas faire une lecture, je vais prendre un temps avec les parents pour discuter avec eux, et savoir si effectivement ça leur pose un problème que l'on parle de sexualité à leurs enfants, puisque donc j'ai écrit un livre dans cette collection, L'Ardeur, un livre qui s'appelle Queen Kong et qui est aujourd'hui traduit uniquement en basque. Enfin, en danois aussi, si certains parlent le danois, mais voilà. Donc on invoque les parents pour m'expliquer qu'on veut bien lire mon livre, mais on ne le fera pas lire parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les parents. 2 livres français qui ont subi aussi une forme de limitation de la liberté d'expression. Tous à poil, c'est un livre qui s'adresse aux tout petits, aux enfants.
Et en fait, c'est un livre avec des planches double page où on voit des gens qui courent tout nus. Donc on voit à poil la dame de la cantine, à poil la maîtresse, à poil le chef d'entreprise, à poil le chauffeur de bus, à poil le papa de Mathéo, à poil machin. Et on voit des gens qui courent comme ça, qui sont tout nus. Il y a même un chien, à poil le chien, c'est pour ça qu'il y a un chien sur la couverture. Et à la fin, la double page, tout le monde était en train de courir pour aller se baigner dans l'océan. Voilà. Et donc tout le monde se baigne et la dernière page est très joyeuse. Bon. Voilà, vous voyez, c'est pas... Et ce livre a fait l'objet, il y a 10 ans, un homme politique français a brandi ce livre à la télévision en disant « Eh ben voilà ce qu'on donne à lire à nos enfants à l'école, vous vous rendez compte, c'est inadmissible, regardez ». Alors il commence à feuilleter le livre à la télé, donc lui donnant une audience extraordinaire que le livre n'aurait jamais eu, hein, scandalisé du coup qu'on puisse imaginer que quoi, finalement? Que des gens aillent se baigner tout nus dans l'océan? Ok. Librement, joyeusement, sans être obligés par rien ni personne. Forme de pression politique importante. Alors, il ne fait pas ça contre le livre, il fait ça pour se donner une importance et par stratégie politique sur des sujets sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais en tout cas, le livre est utilisé pour en fait, promouvoir des idées. Dans Alma, le vent se lève, Timothée de Fombelle, qui est un autre auteur français, Tous à poil est un livre de Claire Franek et Marc Dagneau. Dans Alma, le vent se lève, Timothée de Fombelle raconte, c'est une trilogie, hein, et il raconte la vie d'une jeune fille née esclave, donc une jeune fille noire née esclave. Donc tous les livres de Timothée de Fombelle ont un énorme succès, celui-ci comme les autres, mais pour une fois, son éditeur américain refuse de traduire ce livre. Il refuse de traduire ce livre parce qu'il dit « Je vais avoir des problèmes avec la communauté afro-américaine parce que vous êtes blanc et que vous racontez la vie d'une jeune esclave noire. » Donc là, on assiste à une autre forme de la limitation de la liberté d'expression, qui est de dire finalement quelle est la légitimité de cet écrivain, de cette écrivaine, quelle est sa légitimité à parler d'un sujet. Et ça aussi, ça nous a beaucoup interpellés parce que le grand plaisir du romancier, c'est évidemment d'aller inventer la vie de personnages qui sont différents de lui ou d'elle, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ça va être assez limité si je vous raconte la vie d'une femme française de 56 ans. Je ne sais pas si j'avais arrivé à vous palpiter comme ça avec mes histoires, vous voyez. Donc évidemment, quand on est romancier, romancière, on va chercher des personnages très différents qui ont des âges. On peut devenir un chien, un dragon, un cheval, un vieillard, un arbre ou un oiseau ou un enfant de 4 ans. C'est la force en fait de l'imaginaire, hein. Et là, tout d'un coup, on nous dit... Ouais, mais il y a certaines peaux que tu ne peux pas habiter. Il y a certains personnages que tu ne serais pas légitime à habiter. Je ne décide pas, je dis juste, voilà, cette question-là nous est renvoyée et elle pose question. Elle pose vraiment question. Si je prends un sujet fort ici, par exemple, je suis française. Et si demain je décide de décrire la vie d'une jeune basque espagnole, est-ce que la communauté basque espagnole va accepter facilement que moi, qui ne suis pas basque, je parle de leur communauté, vous voyez? Peut-être que ça fait plus écho, hein. La question de la légitimité et de la capacité d'un écrivain à se projeter dans un personnage qu'il n'est pas, est assez ouverte, assez intéressante et si vous voulez, on pourra débattre là-dessus. Vous connaissez peut-être cette femme, elle s'appelle J.K. Rowling, ça vous dit quelque chose? C'est l'autrice de Harry Potter, bien sûr. Et donc, autre limitation de la portée d'une œuvre, c'est en raison des opinions de son auteur ou de son autrice. J.K. Rowling avait pris des positions considérées comme transphobes, et donc toute la communauté LGBTQI+, avait à un moment, je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui,
considéré qu'elle était décrédibilisée en tant qu'autrice par ses positions transphobes. Donc, autre limitation, c'est-à-dire, voilà, c'est la question sans doute dont vous avez déjà entendu parler, peut-être même que vous en avez déjà débattu, c'est est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de la personne, hein, c'est une question qu'on se pose sans arrêt autour d'un auteur français qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline, qui est un très grand auteur, artistiquement parlant, mais qui, humainement, a défendu des positions farouchement antisémites. Et on n'arrive pas à résoudre ce problème, en fait, de faut-il ou non aimer cet auteur. Voilà. Donc la position idéologique, en fait, de l'auteur, les positions de l'auteur peuvent amener à décrédibiliser son œuvre. Et puis, on peut avoir aussi des pressions individuelles, c'est-à-dire à un moment donné, dans la ville de Paris, des gens ont trouvé un livre qui s'appelait Le dictionnaire fou du corps de Cathy Coupry. Et ce livre, en fait, présentait des images du corps, nu, évidemment. Et ce livre a choqué des lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris, qui ont exercé une pression sur les bibliothèques tellement insistante que le livre a fini par être retiré de toutes les bibliothèques de la ville de Paris. Et c'était encore les éditions Thierry Magnier, d'ailleurs. Et finalement, avec une contre-pression, en fait, un contre-pouvoir, le livre a été remis dans les rayonnages. Vous voyez, mais l'intervention habile, individuelle et insistante de quelques individus peut aussi, à un moment donné, limiter la liberté d'expression. Je veux dire qu'on trouve que c'est un mauvais livre, qu'on trouve que c'est un livre que soit personnellement, on n'a pas envie de faire lire à son enfant. C'est OK. Mais qu'on aille jusqu'à considérer que personne au monde ne doit lire ce livre, en fait, là se pose vraiment la question. Nous avons eu en France une lutte politique très forte avec la question du mariage homosexuel. Et il y avait toute une catégorie de militants qui étaient contre le mariage homosexuel et qui s'appelait la Manif pour tous. Voilà, c'est le nom qu'ils avaient pris. Et donc, à l'époque, on avait une ministre qui avait... une ministre de l'Éducation nationale qui avait proposé les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire une sélection de livres qui abordaient le thème des relations filles-garçons. Et ces livres, il était proposé qu'ils soient à disposition dans toutes les bibliothèques des écoles pour ouvrir un peu les esprits et très tôt, en fait, travailler la question de l'égalité entre les filles et les garçons. Et la Manif pour tous a inventé un concept qui s'appelle la théorie du genre, dans lequel, alors c'est assez fumeux, moi j'ai jamais vraiment compris, mais en gros ils reprochent à leurs adversaires de vouloir forcer les enfants à devenir homosexuels. Ils reprochent leurs adversaires, par exemple, de remettre en question le genre. Personne ne remet en question le genre. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont nés dans le mauvais corps. Voilà, ces gens-là font des transitions de genre et c'est pas par plaisir ou par goût de la provocation quand on sait par quoi ils doivent passer. Donc, bref, il y avait tout un débat autour de ça. Et donc la Manif pour tous, qui était donc une force militante conservatrice, avait pris en fait en grippe, avait pris quelques livres comme ça, dont Renversante, qui est un livre pour les enfants, dans lequel un garçon se réveille un matin dans le corps d'une fille et une fille dans le corps d'un garçon, et pendant une journée, ils vont vivre la journée de l'autre. Voilà. Et donc se rendre compte de ce que ça donne. Et puis, autre chose, On a chopé la puberté, qui était plus un livre documentaire. Là, c'est par les biais des réseaux sociaux que la pression politique s'est exercée. Il y a eu exactement 148 234 protestations sur les réseaux sociaux autour de ce livre,
par ailleurs qui était vendu à 3000 exemplaires, c'est-à-dire qui n'était pas un énorme succès, mais qui était honorable. Et sous la pression de ces internautes, la maison d'édition a décidé de ne pas réimprimer le livre une fois qu'il a été épuisé. Donc en fait, la maison d'édition là a cédé à la pression de 148 000 personnes qui estimaient que ce livre ne devait pas être réimprimé parce que choquant, parce qu'il abordait la puberté. Les deux autrices sont parties de la maison d'édition en claquant la porte. Alors, il y a deux autres choses dont je voulais vous parler. Avec tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, eh bien, quelques-uns parmi mes amis auteurs, autrices, ont décidé de s'auto-censurer. Et ça, moi, personnellement, ça me pose question. Donc une amie m'a dit, tu comprends, donc cette amie avait écrit un roman. Dans ce roman, une jeune fille avait un accident, était tombée dans le coma, se réveillait du coma, amnésique. Hein, elle avait perdu la mémoire et avant son accident, elle avait un amoureux. Et donc elle a oublié son amoureux. Et lui, pour la reconquérir, en fait, il lui écrit des lettres et il lui raconte tout ce qu'ils ont vécu ensemble avant l'accident. C'est un très beau roman. Et parmi les lettres et parmi ce qu'ils ont vécu ensemble, eh bien, il y a une scène de sexe. Ils ont fait l'amour à un moment donné dans la nature. C'est une très belle scène. Mais c'est tout, c'est une demi-page dans le livre, d'accord ? Et cette autrice qui s'appelle Jessie Magana me dit, moi, tu comprends, on me parle, alors je dis n'importe quoi, page 143, on me parle tout le temps de la page 143. Et quand le livre a été épuisé et qu'il a été question de le réimprimer, elle a demandé à son éditeur de pouvoir réécrire la page 143 de façon plus soft, moins explicite, pour qu'on arrête de lui parler de la page 143. Mais il n'y avait rien dans cette page 143 en fait. Il y avait juste, voilà, deux jeunes gens qui faisaient l'amour, qui s'apercevaient un peu trop tard qu'ils n'avaient pas mis de préservatif, chose assez banale. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein. Je dis que c'est banal, je dis que ça arrive. Et voilà, juste, en fait, la vie. Hein. La littérature, c'est la vie. Et j'ai eu cette conversation avec ma camarade Jessie, et je lui ai dit, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je ne l'aurais pas fait, de réécrire la page 143. Et parlons-en. Et donc, on a fait une conférence là-dessus au mois de novembre dernier, justement sur cette question de est-ce qu'on s'auto-censure, est-ce qu'on limite son expression, oui ou non, et jusqu'où, et est-ce qu'il faut le faire. Et Jessie m'a dit, moi je l'ai fait parce que je ne trahissais pas mon projet littéraire en le faisant. Cette scène, c'était une scène tout à fait annexe dans la narration. Ce n'était pas une scène essentielle. C'était important de savoir qu'ils étaient allés jusque-là et que le garçon qui cherchait à reconquérir sa copine amnésique était fou amoureux d'elle et voulait revivre des moments comme ça avec elle. Mais ce n'était pas la scène centrale du livre, en fait. Hein. Et donc, on a eu un temps d'échange dans une grande fête du livre jeunesse française qui a lieu tous les ans au mois de novembre près de Paris. Et il y avait un monde fou dans la salle et cette question-là agite beaucoup les Français qui sont aussi des gens très facilement râleurs et protestataires. Mais au-delà de notre caractère, il se pose aussi la question de votre réception des œuvres en fait. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on écrive pour vous? Est-ce que vous avez envie d'un champ ouvert et large, ou est-ce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas envie d'entendre parler? Parce que finalement, pour moi, ce qui compte surtout, c'est la réception du lecteur. Et en plus de 20 ans d'écriture et de rencontres avec des milliers, des dizaines de milliers de jeunes, d'adolescents, je n'ai eu qu'une fois, une jeune fille qui m'a dit, et c'était au sujet de l'excision. L'excision, ok, tout le monde sait ce que c'est, l'excision. C'est une mutilation sexuelle exercée sur les filles. Cette jeune fille m'a dit, je ne veux pas qu'on me parle de ça. Je ne veux pas qu'on me parle de ça. Voilà, j'ai pas envie, j'ai 14 ans, 15 ans, j'ai pas envie de savoir. Ok,
Ok, une fois. Si on considère que c'est pas facile de dire une phrase comme ça à une autrice, allez, multiplions par 10 le nombre de personnes ulcérées, trouvant insupportable que j'aborde des sujets. Même multiplions-le, allez, par 100, considérons que c'est que 1% des lecteurs adolescents qui s'autorisent à dire à un auteur « je veux pas que tu me parles de ça ». Ça fait quand même une grosse majorité de jeunes gens qui sont OK pour qu'on leur parle de sujets difficiles, non? La question, c'est pas de quoi on parle, c'est comment on en parle. Parce qu'ici, ce dont je parle, moi, c'est de littérature. Je ne fais pas des documentaires, je ne fais pas des textes informatifs sur l'excision, la sexualité, le coma, les sectes, etc. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas sociologue. Je suis écrivaine. Donc je crée des fictions et je fais de la littérature. Et donc, j'ai une position politique. Avant d'écrire des livres, je m'occupais d'adolescents. J'étais animatrice pour adolescents dans les quartiers les plus difficiles de la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc, je travaillais avec des jeunes adolescents qui étaient très compliqués, très en souffrance. Donc, je connais bien l'adolescence. Mon propos n'est pas de choquer, mon propos n'est pas peut-être si un petit peu de déranger quand même, j'aime bien déranger, j'avoue, mais simplement, mon propos est d'écrire des textes qui parlent de la vie. Or, la vie, elle n'attend pas que vous soyez majeur pour vous envoyer des épreuves, n'est-ce pas? Elle n'attend pas que vous ayez du poil sous les bras pour vous envoyer des grandes épreuves même. Okay, il y a plein d'enfants qui vivent des grandes épreuves. Il y a plein d'adolescents qui vivent des deuils, qui vivent des choses difficiles. Si dans nos chemins de vie, et d'ailleurs c'est mon cas, je vous en parlerai peut-être aussi, si dans notre chemin de vie, on n'a pas des textes sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on peut se reposer, même s'ils ne racontent pas exactement notre histoire, mais ils vont raconter l'histoire de personnages qui traversent des épreuves, qui vont chercher en eux des ressources, qui déploient quelque chose de profond, d'archaïque en eux pour se sortir de situations. N'est-ce pas? Je suis sûre que dans cette salle, quand j'évoque ce genre d'effort, ça parle à certains d'entre vous. Voilà. Parce que même si on a pas traversé des épreuves énormes, et je suis sûre que certains d'entre vous en ont traversé, on a quand même, à votre âge, ce qu'on a tendance à perdre un petit peu après, une perméabilité, une ouverture, une forme d'empathie, une forme de captation de l'autre très intense, dont on se protège davantage quand on est adulte, parce que c'est fatigant, on ne va pas se mentir. Mais c'est extrêmement précieux aussi, cette hypersensibilité de l'adolescence. En tout cas, moi, j'y suis très attachée, d'accord? Et encore une fois, j'ai rencontré suffisamment de dizaines de milliers de jeunes gens pour savoir ce que vous traversez et dans quelles conditions vous le traversez, et parfois dans quelle solitude vous le traversez. Et je considère que la littérature, et ça l'a été pour moi, c'est une ressource extraordinaire, parce qu'elle permet de faire un pas de côté. Ok, moi je vis, je sais pas, comme une jeune fille la semaine dernière dans un atelier d'écriture, je vis avec un père alcoolique à la maison, avec tout ce que ça représente, ok. Mais je vais prendre grand plaisir à lire l'histoire d'Alma, cette petite esclave au XVIe siècle, vous voyez, écrite par Timothée de Fombelle. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Mais elle aussi, elle a des épreuves, elle aussi, elle doit les dépasser, elle aussi, elle se sent seule. Hein. D'ailleurs, il y a des chercheurs très sérieux, des gens très sérieux qui ont fait des études dans lesquelles il est démontré que les gens qui lisent, ils ont une qualité qui est très développée. Vous savez laquelle? L'empathie. La capacité de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on fait ça tout le temps quand on lit, en fait. Quand on lit et qu'on arrive à s'identifier à un personnage, on est dans l'empathie. On vit sa vie complètement, non? Voilà, quand on arrive, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance d'être vraiment passionnés par un livre. Qui a eu cette expérience dans sa vie? Qui a eu? Levez la main. Qui a eu un livre qui a adoré, qu'il a ou elle a adoré lire? Ok.
Levez bien haut parce que j'ai la lumière dans les yeux. Yes, ok. Ouais, on va dire à peu près, allez, un tiers de la salle à peu près. Bon, nous avons la chance d'avoir parmi nous un tiers de grands empathiques. Voilà, super, le monde est sauvé. Ça suffit pour sauver le monde, vous voyez? Voilà, de savoir se mettre à la place de l'autre, de savoir ressentir ce que l'autre ressent. Et bien ça, il n'y a pas que la lecture, attention. Mais la lecture le développe aussi. D'accord? Un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'intimidation. Sur mon livre Queen Kong, qui est donc le seul de mes livres traduits en basque, je rencontre cette nouvelle expérience de la limitation de la liberté d'expression qui est l'intimidation. Dans ce livre, en fait, j'ai un personnage qui est une jeune fille de votre âge qui a décidé de prendre du plaisir sexuel avec des garçons, mais qui ne veut pas s'installer en couple, en fait. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la sexualité. L'amour, elle dit, on verra plus tard. Donc, cette jeune fille, elle a 4 partenaires dans le livre, d'accord? 4 garçons différents, qui s'y prennent plus ou moins bien avec elle, avec lesquels elle se prend plus ou moins bien aussi. Donc, cette jeune fille, finalement, elle a un comportement qui est plus souvent toléré, on ne va pas se mentir, des garçons que des filles, n'est-ce pas? Le fait de multiplier les conquêtes, encore aujourd'hui, c'est plus valorisé chez les garçons que chez les filles. Et cette jeune fille, donc, qui veut découvrir la sexualité avec des partenaires différents, mais qui ne veut pas s'installer en couple, pas tout de suite, eh bien, elle va être cyberharcelée par ceux qui étaient avant ses amis. Donc dans ce livre, je prends un parti très fort, qui est un parti féministe, de dire qu'une jeune femme, elle a le droit d'explorer son corps en respectant ses partenaires, elle a le droit de ne pas souhaiter faire couple, elle a le droit d'avoir plusieurs partenaires, 4, c'est pas non plus 70, vous voyez, et quand bien même elle en aurait 70, c'est son affaire. Voilà, je dis juste ça, je dis voilà, une jeune femme, elle a le droit à cette liberté-là. Je dis plein d'autres choses en fait, mais je dis entre autres choses cela. Et donc quand je vais dans des classes, eh bien, on oblige les élèves à lire mon livre. Alors obliger, ça veut dire qu'au moins essayer de le lire. Donc je rencontre des élèves qui ont lu mon livre et qui me disent quelquefois des choses terribles sur le fait que je suis féministe. Et par exemple, je vous prends un exemple d'un garçon qui est arrivé un jour, je vais vous mimer, il est arrivé dans la classe comme ça. Moi, madame, je suis misogyne. Ok. Eh bien, on va en parler. Et donc, on a eu un débat comme ça avec ce garçon. C'était super. C'était super parce qu'on a fini par bien rigoler, en fait. Voilà. Et il a fini par se rendre compte qu'il n'était pas si misogyne que ça, parce qu'il adorait sa sœur, sa mère, sa grand-mère, qu'il y avait donc des femmes qui avaient grâce à ses yeux, que même à la fin, moi, je n'étais pas exactement comme les autres, j'étais quand même quelqu'un d'intéressant, parce que j'écrivais des livres. Et que donc, voilà. Et donc, ça a beaucoup fait rire aussi ses camarades de classe. Et donc ça, c'était plutôt drôle. Mais j'ai aussi eu des menaces de mort, d'accord? Parce que il y a un garçon de 16 ans qui a estimé que je n'avais pas à écrire des choses sur la liberté sexuelle des filles et qui, dans un texte, m'a menacé de mort. Voilà. Donc, ça, c'est l'intimidation et c'est la limitation de la liberté d'expression. Et puis, il y a une autre forme de censure, alors là, qui ne porte pas sur la littérature que j'écris moi ou que mes camarades auteurs ou autrices écrivent, mais qui porte sur ce que vous pouvez écrire. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, et dans un des ateliers d'écriture, j'avais proposé aux jeunes qui étaient dans la salle d'écrire un texte de réfléchir à la chose qui était la plus importante pour eux. La chose, la personne, le lieu, peu importe, l'animal, enfin voilà. Quelque chose de très très important pour eux. Donc ok, j'avais lu un texte qui pouvait servir un petit peu de trame pour... voilà, c'était des jeunes
femmes surtout, qui avaient un petit niveau de français, en fait, hein, voilà, qui se destinaient à aller faire du service à la personne. Donc elles étaient assez peu sur l'écrit dans leur vie. Et je leur ai proposé d'écrire un court texte sur quelque chose de très important pour elles. Et une jeune fille a écrit ce très beau texte sur son plaisir de prier. Voilà. Et donc j'avais des consignes hein, qui étaient qu'il fallait qu'on sente, qu'on touche, qu'on goûte, il fallait qu'il y ait des sensations dans ce texte. Et dans ce texte, qu'elle a appelé Ma religion, elle raconte qu'est-ce que ça lui fait à elle, personnellement, intimement, de prier. Très bien. Il y a eu des super textes. Vraiment, il y a eu des très très beaux textes. Donc, ma religion, et qu'est-ce que j'en fais, moi, de tout ça? Donc ça, c'est la phrase par laquelle commençaient tous les textes. L'appel à la prière qui sonne dans mes oreilles, l'eau tiède qui touche certaines parties de mon corps, des gouttes d'eau qui me font sentir laver de mes péchés, ma plus belle abaya et mon kimar qui m'attendent à côté de mon tapis de prière, quelques sourates et invocations remplies de sagesse qui s'échappent de ma bouche, mes doigts qui font défiler les douces perles de mon chapelet, ce sentiment de satisfaction et de protection à la fin de cet échange avec la personne que j'aime le plus au monde. Super texte. D'autres ont parlé de leur plaisir d'aller en manif, d'autres ont parlé de l'amour qu'elles avaient pour leur sœur. Enfin, vraiment, j'ai eu des trucs très différents. Très bien. À chaque fois que je fais un atelier d'écriture, j'aime bien qu'on imprime un livre à la fin avec les textes et tout. Donc, on commence à préparer ce livre. Et puis, un jour, je reçois un texto de l'enseignante qui me dit il faut enlever ce texte du recueil. Je dis je fais la naïve, je savais très bien de quoi on allait parler. Je dis ah bon, mais pourquoi Écoute, ce texte pose problème sur la question de la laïcité. Je me précipite sur la définition, j'ai du mal à comprendre la laïcité, donc je me précipite sur la définition de la laïcité. Non, la laïcité, c'est pas l'anti-religion. Un État laïque, c'est un État dans lequel les gens qui ont une religion peuvent la pratiquer, les gens qui n'en ont pas peuvent ne pas en avoir, les gens qui sont anti-religieux ont le droit d'être anti-religieux dans le respect des gens qui sont religieux, et inversement. Donc quelqu'un qui dit « moi, personnellement, prier, c'est mon kiff, j'adore ça, c'est mon bonheur », n'a rien d'anti-laïque, d'accord ? Donc je fais valoir cet argument, et je me suis battue 3 mois, et je n'ai jamais réussi à faire publier ce texte dans le recueil final, en fait. Je suis même allée demander l'arbitrage de l'auteur de la charte de la laïcité à l'école française, qui s'appelle Abdenour Bidar, qui m'a dit « il n'y a pas de problème, ce texte est laïque, il n'y a aucun souci, il peut être publié, etc. » Je n'ai jamais réussi à faire publier ce texte. Voilà. Donc c'est tout le temps, c'est potentiellement cette question de l'interrogation de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'on se laisse intimider, est-ce que effectivement on accepte de réduire le champ des expressions, jusqu'où ça nous emmène, qu'est-ce que ça crée dans nos sociétés en fait, hein. Moi, comme je vous ai dit, dans mes livres, j'ai pris cette option tout de suite. En fait, c'est pas par goût de la provocation, c'est pas par volonté de choquer ou de faire des buzz ou je sais pas quoi. C'est parce que je suis comme ça. Je pense que c'est mon identité profonde en fait que d'être capable de parler de choses, y compris de choses assez difficiles. Et là, je vous ai donné par exemple 4 exemples de livres. Donc Queen Kong, je vous en ai parlé, donc cette jeune fille qui cherche le plaisir. Dans Casseurs de solitude, le deuxième, c'est un recueil de nouvelles dans lequel il y a une nouvelle sur l'excision, donc, et puis il y a une nouvelle aussi qui m'a causé beaucoup de problèmes où des parents se séparent, les parents de la narratrice se séparent, et il se trouve que son papa va vivre avec un autre homme.
Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Moi, je connais personnellement un ami qui a fait son coming out alors qu'il avait 3 enfants. Bon, c'est des choses j'avais écrit la nouvelle avant, mais voilà. Et donc ce livre-là, pareil, ça a été très problématique. Dans Trop de chance, et là j'en viens à pourquoi j'ai ça en moi très profondément. Trop de chance, c'est le seul de mes livres qui soit autobiographique. Et je raconte tout simplement ma propre enfance. Puisque moi j'ai grandi dans une secte. Moi je suis née en 1968, donc dans les années 70, en Europe, il y avait un grand développement du développement personnel, de la spiritualité, etc. Et mes parents sont tombés à cette époque-là dans une secte. Et moi quand je suis née, donc ils y étaient déjà, et ça a bouffé les 20 premières années de ma vie. Donc je raconte ça dans ce livre. Évidemment, ce n'est pas par hasard que je dis tout, c'est parce que je suis née dans un monde de silence, de secrets, de mensonges, de manipulation, et que j'ai appris très tôt que la meilleure parade à la manipulation, c'était la transparence. C'était de poser toutes les informations sur la table et que chacun puisse se faire son propre avis, évidemment. Et pour moi, la littérature, c'est une façon de poser toutes les informations sur la table. Mes parents étaient dans une secte, mais j'avais quand même à ma disposition tous les livres que je voulais. Donc ça, c'était merveilleux. Et j'avais accès à beaucoup d'œuvres d'art. Donc je n'étais pas coupée de l'art. Et c'est bien ça qui m'a, je pense, sauvée. Et donc, voilà, je pense que la littérature, c'est une façon de mettre toutes les informations sur la table. Vraiment. D'être transparent avec la vie. Il y a toujours un livre sur quelque chose. Il y a un livre sur tout, en fait. Voilà. Et il y a même plusieurs livres sur chaque thème. Ce qui fait qu'il y a plusieurs regards possibles. Il y a plusieurs façons de voir une situation. Et c'est ça qui fait l'humanité, c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Et c'est ça aussi. Je vais plus loin, je parlais de l'empathie tout à l'heure. On est dans une période extrêmement conflictuelle au plan international. C'est ça qui fait la paix. C'est la capacité aussi à savoir que des opinions différentes de la mienne existent. Ce jeune homme qui arrive, qui dit « Madame, moi je suis misogyne. Ok, tu es mon adversaire idéologique, mais tu n'es pas mon ennemi en fait. On va discuter, toi et moi. On va discuter longtemps. On va débattre longtemps. Je ne sais pas si quelqu'un va gagner à la fin, mais en tout cas, on va essayer de se rencontrer. » Et puis, dans Gros Dodo, qui là a un livre encore plus petit, j'aborde ce que peuvent vivre 2 sœurs de 9 et 2 ans quand leur maman a un accident de voiture et tombe dans le coma. La période où on attend de savoir si elle va s'en sortir, dans quel état elle va s'en sortir, cette période-là que traversent ces 2 petites filles, comment la traverse-t-elle? Et là, j'invoque à nouveau le grand pouvoir de l'imaginaire. Je vais arrêter là parce que je voudrais qu'on puisse garder un petit peu de temps pour les échanges et les questions. Il nous reste 7 minutes exactement. Donc, ce serait chouette que ces 7 minutes, on puisse les passer dans un dialogue, si vous avez envie. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Le plus dur, en général, c'est la première question. Après, ça va tout seul. Alors, qui est le courageux, la courageuse qui va poser la première question? Je crois qu'il y a des micros sur le côté, donc vous serez sonorisés. Vous pouvez faire poser votre question par un copain ou une copine si vous n'osez pas la poser vous-même. Vous savez, vous prenez le micro, vous dites « c'est pas moi, c'est une copine, mais est-ce que… » Yes, bravo. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Mario. Salut Mario. Bon, avant vous avez parlé que vous traitez avec des personnes du bas Paris, non? Vous avez des personnes des quartiers marginaux, non? Oui, j'ai travaillé avec des personnes des quartiers, ouais. D'accord. Et c'était pour vous demander est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire qui vous a impacté? Ok. Dans les quartiers? Oui. Je vais vous parler de Kofi. Un conflit personnel. Ouais, c'était un conflit. Alors personnel, pas vraiment, mais je vais vous parler de Kofi, qui était un jeune homme de 1,90 m à peu près,
Moi, je suis toute petite, donc il me paraissait vraiment très très grand. Et Kofi volait. C'était un voleur, il volait. Et donc, on avait un espace dans le club où on travaillait avec ces jeunes. Et à chaque fois qu'on allait, souvent on avait des ateliers cuisine, parce qu'on va pas se mentir, la nourriture, manger, c'est hyper important à l'adolescence, personne ne me dira le contraire ici. Et donc, à plusieurs reprises, on allait pour faire un atelier cuisine et il nous manquait toujours quelque chose qu'on avait pourtant acheté. Okay, et donc, on a un petit peu guetté, surveillé et on s'est rendu compte que Kofi, en fait, volait. Kofi nous volait systématiquement de la nourriture. Et en fait, on s'est rendu compte que Kofi volait de la nourriture parce qu'il avait faim. Parce qu'en fait, Kofi, il vivait avec une maman qui l'élevait tout seul. Et la maman, elle travaillait très tôt le matin. Donc en fait, elle mettait ses enfants, elle ne voulait pas que les enfants restent tout seuls parce qu'elle avait peur qu'ils fassent des bêtises dans l'appartement. Donc elle mettait ses enfants dehors. Elle partait travailler. Il n'avait pas d'argent. Il ne prenait pas de petit déjeuner le matin. Et le week-end, souvent, il ne mangeait pas le midi non plus. Donc Kofi, il était mort de faim. Donc à partir du moment où on a compris cette situation, tous les matins, Kofi avait une baguette de pain qu'il attendait dans la cuisine. Il allait manger une baguette de pain entière et après, il n'a plus rien volé. Voilà. Il y a eu aussi un ado qui s'appelait Rani. Et Rani, il a tout fait. Il a volé, il a frappé, il a insulté, il a craché sur des adultes, il a cassé des voitures, il a tiré sur le volant du minibus alors que j'étais en train de le conduire. Il a tout fait. Tout. Mais il a fait tout ça quand vous étiez avec lui ou avant? Ouais. Devant nous, hein, devant nous. Ah, devant vous. Ouais, pas de problème. Okay. Et donc Rani, il nous rendait fous. Il nous rendait vraiment fous. Et quand je le regardais, tu sais, à la fin, j'avais vraiment l'impression que je voyais les barreaux de la prison devant son visage. Je me suis dit, on va pas y arriver, quoi. Tu vois, on va pas y arriver. Et d'ailleurs, un jour, il a disparu. Il venait plus. Et on a posé des questions aux autres. On a dit alors, qu'est-ce qui se passe? Où il est? Il disait rien, voulait rien dire. On s'est dit bon, ok, il est tombé dans la drogue. Il fait guetteur. Voilà, on savait que c'était des choses qui se passaient souvent. Voilà. Disparition de Rani. 2 ans après, Rani revient. Il revient, il avait à la main sa petite sœur de 4 ans, qui s'appelait Aziza, je me souviens encore de son prénom. Et on lui dit, wow, Rani, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, je suis venu vous remercier. Je suis venu vous remercier parce que je viens d'avoir mon bac. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ce club ado, donc s'il n'y avait pas eu cet endroit-là, je sais où je serais aujourd'hui. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'on avait réussi à faire passer quelques messages que ce soit, tu vois, à ce garçon. Et pourtant, et à partir de ce jour-là, je me suis dit jamais, 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 je ne désespérerai d'un adolescent. Un adulte, oui, hein, mais un adolescent, jamais. Mais avec quel âge Rani a passé le bac? Comment? Avec quel âge Rani a passé le bac? Rani, moi je l'avais, il avait 16 ans et il a passé le bac à 18 ans. D'accord, merci. Voilà, ça c'était la vie des quartiers. Oui, dis-moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vous sortez votre inspiration pour écrire vos nouvelles? Alors l'inspiration, je pense pas que ce soit... Enfin, l'inspiration, c'est un concept dont je me méfie un petit peu. Parce que pour les gens qui veulent écrire, moi je disais tout à l'heure, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture. Et l'inspiration, si tu veux, ce serait comme quelque chose qui te tomberait dessus, tu vois, comme une douche, comme ça, une douche d'idées. Et pour moi, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Si on veut écrire, on se met à sa table de travail et on écrit. Et on verra bien ce qui se passe, tu vois. Il n'y a pas tout d'un coup une espèce d'illumination qui fait que le texte va arriver, ça va être merveilleux. Non, en fait, c'est comme... il n'y a pas, par exemple, un sculpteur. Un sculpteur, il a un morceau de bois, oui, et puis il va prendre un burin, un marteau, et il va cogner dedans, et il va essayer de faire émerger une forme. Eh bien, un écrivain, il a pas un morceau de bois, mais il a la langue, et pareil, il va faire émerger quelque chose
de cette langue, il va faire émerger quelque chose de ses doigts sur le clavier. L'écriture, c'est aussi physique. On pense que c'est une activité intellectuelle, mais pas du tout. Moi, quand j'écris pendant 5 heures, quand je finis une séquence d'écriture, je suis physiquement épuisée parce qu'en fait, mon cerveau a cru qu'il avait vécu tout ce que j'ai écrit, tu vois. Ce qui fait que je suis vraiment fatiguée aussi dans mon corps. Donc l'inspiration, je me méfie de cette notion. C'est une notion très dangereuse parce que il y aurait ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, tu vois. Il y aurait ceux qui ont l'inspiration, qui ont le droit de faire des livres, et puis ceux qui n'ont pas l'inspiration et qui ont le droit éventuellement de les lire, mais c'est tout. Pour moi, tout le monde peut être inspiré, tout le monde peut écrire. Hein. Même si on maîtrise mal la langue, on peut écrire. On se débrouille. Voilà. Écrire, ce n'est pas une inspiration, c'est une nécessité. C'est une nécessité presque physique. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui te traverse. C'est quelque chose qui est en toi et que tu as l'obligation de restituer comme tu peux. Voilà. Donc les idées, en fait, elles viennent. Les idées, elles viennent presque comme des petites poussières qui matérialisent ton énergie de création. Mais ce n'est pas les idées qui sont importantes, c'est le désir en fait d'écrire. C'est la volonté de porter ta voix et de dire ce que tu as à dire. Et une fois que tu es branché là-dessus, mais vraiment plugué là-dessus, eh bien les histoires, elles arrivent. Tu te débrouilles, tu les crées, les histoires, tu vois. Mais il ne faut pas attendre vraiment, pour ceux qui aiment écrire et qui ont envie d'écrire, n'attendez pas ce truc de l'inspiration qui vient de l'extérieur. Elle est là, l'inspiration, elle est dans vos tripes, elle est en vous, ok ? Oui. Bonjour. Bonjour. Quand vous êtes allé au quartier à Paris, vous êtes allé avec une association Je travaillais pour une mairie, oui. Oui. Est-ce que vous continuez à être en contact avec eux? Oui, d'une autre façon, parce que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture dans ce qu'on appelle les lycées professionnels, qui sont en France des lycées dans lesquels vont les élèves qui veulent faire un métier en général manuel ou un métier accessible rapidement sans avoir la nécessité de faire de longues études. Et souvent, dans ces lycées-là, eh bien, on a peu de mots, peu de langage. Donc l'atelier d'écriture est d'autant plus important pour moi que c'est facile quand tu maîtrises bien la langue, quand tu lis facilement, quand tu t'exprimes facilement, quand tu n'as pas peur de parler devant tout le monde, c'est facile. Mais quand tu n'as pas cette chose-là, et que tu as des choses à dire, et que tu as des colères en toi, et que tu as des merveilles en toi que tu ne peux pas partager avec les autres, c'est là qu'il faut être pour faire les ateliers d'écriture, tu vois. Et donc, je suis encore en contact avec ces jeunes-là, mais d'une autre façon, non plus en tant qu'animatrice, mais maintenant en tant qu'artiste, pour leur dire, vas-y, parle, dis ce que tu as à dire, exprime ce que tu as à exprimer, parce qu'on a besoin de ta voix, en fait. Et je vous le dis à vous, réfléchissez à un truc. Dans toute l'histoire de l'univers, ok, il n'y aura qu'un seul exemplaire de chacun d'entre nous. C'est pas fou, ce truc. Il n'y aura qu'un seul exemplaire de chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette chance? Qu'est-ce qu'on fait de cette opportunité? À quel moment est-ce qu'on porte notre voix? À quel moment est-ce qu'on porte notre singularité en fait vers les autres, quoi? Voilà. Et c'est vraiment ce que je me tue à dire dans ces ateliers. Vas-y, parle. Avec les mots que tu as, tu peux dire des choses. Fais-le. Voilà. Et souvent, justement, on me dit, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée. Ok, t'as pas d'idée, mais est-ce que tu as des colères? Est-ce que tu as des combats? Est-ce que tu as des désirs? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des... Je sais pas, vous voyez? Et à partir du moment où on peut répondre oui à une de ces questions, eh bien, on peut faire un texte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bonjour, Mam. Bonjour. Je m'appelle Carlos. Salut, Carlos. J'ai une question. Quand vous avez commencé à écrire, et aussi si vous avez quelques aides ou ça, vous allez commencer tout seul. J'ai commencé toute seule parce que, comme j'expliquais, ma famille était dans une secte
Ce qui fait que dès l'âge de 2 et 6 ans, ma sœur et moi, on restait seuls pendant des week-ends entiers, des journées entières. Donc la solitude, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté pendant l'enfance. Et en fait, la solitude, psychologiquement, pendant l'enfance, ça produit un certain nombre de risques psychiques. Et très vite, donc à 6 ans, quand je suis allée à l'école, je suppose comme toi, Carlos, hein, j'ai appris à écrire, à faire des mots avec des lettres, des phrases avec des mots, etc. Et bien tout de suite, là, j'ai dit, ok, ce truc-là, là, l'écriture, c'est pour moi. Tout de suite. Parce que je savais que le gros enjeu dans ma vie de famille et dans mon histoire familiale, c'était la parole. Le gros enjeu, c'était de lutter contre une forme de silence, une forme de mensonge dans lequel mes parents étaient englués, étaient pris. Et donc, je savais, moi, que la parole, je l'ai su tout de suite, que la parole, la langue, les mots, les histoires seraient pour moi une porte de sortie, même une survie. Voilà, donc ça a été très clair tout de suite. J'ai eu cette chance. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Walid et je voudrais vous demander si jamais vous allez écrire un nouveau livre et si oui, quel serait le thème qu'il va traiter. Ok. Oui, je suis en train de finir un livre. Dans ce livre, une jeune fille prend tous les matins le train pour aller au lycée. Et elle arrive, et tous les matins, elle s'assied à la même place. Et un jour, elle arrive, et sur son siège, il y a une lettre avec son prénom, Paola, sur une enveloppe. Et il y a dans cette enveloppe une lettre anonyme de quelqu'un qui voudrait la rencontrer. Mais elle ne sait pas qui c'est, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de rendez-vous, elle ne sait pas. Voilà, ça commence comme ça et ça va l'emmener loin. Oui, alors il y a 2 questions. Peut-être je vais prendre... Bonjour. Bonjour. Je suis Anas. Anas, ouais. Combien vous avez écrit le livre? Combien j'ai écrit de livres 19. Je pense que j'ai cassé le casque. Oui. Quel est, Oui. Quel est ton livre favori? Ah, je n'ai pas... comment te dire, Anas chaque livre, c'est comme un peu la marche, un pas dans une promenade, tu vois. Si je ne fais pas le pas d'avant, je ne peux pas faire le pas d'après. Et donc, chaque livre est nécessaire à écrire. Et chaque livre m'apprend quelque chose. Après, il y a des livres qui ont été faciles à écrire. Il y a un livre que j'ai écrit en 5 jours, par exemple. Il est sorti tout seul, très facilement. Il y a des livres que j'ai mis 3 ans à écrire. Donc, tu vois, le niveau de difficulté, d'engagement n'est pas le même d'un livre à l'autre. Mais c'est comme un cheminement qu'il faut que je suive. Et quand je me promène, chaque pas, tu vois, est important. Et je ne peux pas dire que j'ai préféré, là je viens de faire 4 pas, je ne peux pas dire quel est lequel de mes 4 pas j'ai préféré. Ils font partie de moi, ils font partie de mon parcours et de mon trajet. D'une façon générale, souvent c'est une question qu'on me pose. Quel est mon quelque chose préféré, mon livre préféré, mon auteur préféré, ma couleur préférée? Les petits-enfants aussi me demandent ton gâteau préféré, etc. Et moi, ce que j'aime dans la vie, Anas, c'est qu'il y ait plusieurs choses. J'aime bien le pluriel, j'aime bien la diversité, justement, tu vois. Voilà. Pour moi, quand il n'y a plus qu'une chose qu'on préfère, j'aime pas trop. Voilà. Oui, il y avait une question derrière, je pense. Ta nouvelle romance, quand est-ce qu'il est sorti? Mon prochain roman, il devrait sortir en août ou en septembre. Je n'ai pas la date encore, mais on est en train de travailler dessus. Très bien. Bien, eh bien, écoutez, on est arrivé au terme de cette rencontre. Merci beaucoup, bravo à vous. Il y a une question encore ?
Oui, Anas, ouais. Anas, ouais, c'est pas grave, je vais essayer d'écouter. Ouais. C'est pas grave, je t'entends. Vas-y. J'ai pas compris, pardon. Quel est quel est ton meilleur le livre? Non. Vas-y. Prenons le temps, prends le temps. ¿Cuál es tu mejor libro con la mejor calificación? Quel est mon meilleur livre? Ah, alors attends, la meilleure qualification, il me faut la traduction là. Ah, j'ai plus personne, bon c'est pas grave. Avec la meilleure qualification? Ah, le plus de succès? Ok. Celui que j'ai le plus vendu. Allô? 5 minutes. Je réponds à votre question. Le livre que j'ai le plus vendu, c'est un livre qui s'appelle Les Rois du Monde, qui est un livre pour les petits, un peu comme Gros Dodo que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un petit roman illustré, qui a dû être vendu, je sais pas, à 20 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Et après, avec Queen Kong, j'ai eu le plus grand prix que j'ai jamais eu pour mes livres, qui est un prix du grand salon du livre français, où j'ai fait cette conférence avec Jessie, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, j'ai eu la pépite d'or du salon du livre de Montreuil. Après, j'ai eu plein d'autres prix, mais celui-ci, c'est le plus gros prix que j'ai eu pour un livre. Voilà. Et ce livre-là aussi, Queen Kong, j'ai le grand bonheur qu'il soit adapté par 3 compagnies au théâtre. Et également, les droits audiovisuels ont été achetés, donc peut-être il deviendra un film un jour. Il y a une autre question? Ok. Pour les, Oui. pour les jeunes ou pour les adultes? Alors moi j'écris pour tout le monde, hein, mais je veux que mes livres soient lisibles par les jeunes. Oui, mon public privilégié, c'est vous en fait, c'est les adolescents. Ah. Bonjour, yo Bonjour. me appelle Yasmine. Salut Yasmine. ¿Cuántos años llevas escribiendo libros? Depuis quand j'écris, c'est ça? Ok. Combien de années est-ce que tu écris? Ouais. J'écris depuis l'âge de 6 ans. J'écris depuis l'âge de 6 ans, depuis que je suis une petite fille. Ok. Mais je n'ai publié mon premier livre qu'à l'âge de 36 ans. Ok. J'ai pas cherché à me faire publier avant l'âge de 36 ans, en fait. Et à 36 ans, je me suis dit, tiens, j'essaierais bien de me faire publier. Voilà. Ouais. C'est à la fin que les questions arrivent, en fait. C'est au moment où vous devez partir, non? Bonjour. Ouais. Vous aviez un autre travail, je suppose, avant Ouais. avoir les transitions. Ouais. Lequel c'est si vous continuez avec ce métier, en Ouais. plus d'écrire? Alors, j'ai fait plusieurs métiers, mais en général, je travaillais dans le travail social. Hein. Je vous ai dit que je travaillais dans les quartiers difficiles de la région parisienne. Mais j'ai fait plusieurs métiers. J'ai même été professeur de ping-pong, alors je ne sais pas jouer au ping-pong. C'est véridique. J'ai été secrétaire, j'ai été vendeuse en librairie. Mais en gros, voilà, quand je me suis installée dans la vie, je travaillais dans des mairies ou dans des régions ou dans des départements, enfin dans des collectivités locales. Je ne sais pas si ça te parle. Comment on dit une région en espagnol, je ne sais pas. Hein? Des mairies, voilà. Ça te parle ou pas du tout, ce que je te dis? Oui, ok, voilà. Et je m'occupais surtout de la question des droits pour tous, de l'égalité femmes-hommes, de la politique de la ville, des quartiers difficiles. Je m'occupais de la vie des associations, des gens qui veulent faire des choses ensemble et qui cherchent de l'argent pour le faire, des gens qui s'occupent des gens des plus pauvres. Enfin voilà, je m'occupais plutôt des sujets, on va dire, sociaux. Voilà.
Et j'arrête. Maintenant, j'ai arrêté pour répondre à la deuxième partie de ta question. Je me consacre uniquement à l'écriture maintenant depuis 5 ans. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, de votre présence et d'avoir posé vos questions en français.